Oui, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, la Cour de cassation, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu un arrêt qui va nous permettre de faire un peu de procédure civile et plus précisément même de la technique de cassation. Et c'est une règle que je connais depuis 20 ans maintenant et que la Cour de cassation, sur laquelle la Cour de cassation est revenue aujourd'hui. Donc ça fait drôle de voir quelque chose qu'on a conseillé pendant très longtemps en fait aux clients. On avait du mal à leur expliquer et là, du jour au lendemain, la Cour de cassation dit cette règle-là, elle est finie. Et je vais vous expliquer en fait quelle était cette règle, quels étaient les inconvénients de cette règle et pourquoi la Cour de cassation est revenue sur cette règle. Et les inconvénients que ça pose également dans l'autre sens. Alors en fait, la règle, elle est exprimée ici dans le paragraphe 7 de la décision de l'Assemblée plénière. Et cette règle, c'était l'idée suivante. Lorsque la Cour de cassation se prononce une première fois et qu'elle casse un arrêt de cour d'appel, eh bien, la Cour d'appel de renvoi, elle a deux possibilités. D'accord ? Soit elle décide de résister à l'arrêt de la Cour de cassation, donc elle rend une décision qui est ouvertement contraire à ce qu'a jugé la Cour de cassation dans son premier arrêt. Autrement dit, pour que les choses soient très très claires, la Cour d'appel avait dit blanc, la Cour de cassation dit noir, et la Cour d'appel de renvoi dit blanc. Elle se rallie à la première Cour d'appel et elle résiste à la Cour de cassation. Et dans ce cas-là, le Code de procédure civile vous dit, eh bien, on retourne devant la Cour de cassation, et cette fois, c'est l'Assemblée plénière de la Cour de cassation qui va statuer. Donc ça, c'est une règle du Code de procédure civile qui est toujours en vigueur, quand la Cour d'appel de renvoi résiste à la Cour de cassation. Et vous aviez cette autre règle prétorienne qui s'affiche devant vous dans l'arrêt de l'Assemblée plénière, où la Cour d'appel de renvoi se conforme à l'arrêt de cassation. Donc la première cour d'appel avait dit blanc, la cour de cassation casse l'arrêt en disant non, c'est noir, et la cour d'appel de renvoi dit effectivement, c'est noir. Donc là, quand la cour d'appel de renvoi se conforme à la doctrine de la Cour de cassation, doctrine qui s'est révélée par le premier arrêt de la Cour de cassation, eh bien on ne peut pas faire un deuxième pourvoi devant la Cour de cassation en disant je critique la solution de la Cour d'appel de renvoi et je demande à la Cour de cassation de faire un revirement de jurisprudence parce que son premier arrêt, en fait, il est complètement faux. Et ça, c'était une tentation qui était assez forte. Vous voyez, les justiciables, ils avaient gagné un premier arrêt de Cour d'appel, ils vont devant la Cour de cassation, ils perdent, la Cour d'appel de renvoi s'inclinent devant la Cour de cassation et ils disent non mais je veux toujours contester cette solution, elle me paraît très critiquable, la Cour de cassation n'a peut-être pas bien compris la question la première fois, donc je voudrais refaire un pourvoi contre ça. Et la Cour de cassation disait toujours qu'on ne peut jamais, une cause d'irrecevabilité, enfin c'était une cause d'irrecevabilité automatique, de faire un pourvoi en demandant à la Cour de cassation de revenir sur sa précédente doctrine à laquelle la Cour d'appel de renvoi s'était conformée. Donc j'espère que voilà, vous avez compris à peu près le mécanisme, et voilà ce qu'explique en fait l'Assemblée plénière dans ce paragraphe 7, avec quelques références jurisprudentielles. Je pourrais vous en donner d'autres, parce qu'il y a des arrêts en ce sens, il y en a énormément. L'Assemblée plénière nous fait œuvre de pédagogie, puisqu'elle se donne la peine de nous expliquer dans le paragraphe 8 pourquoi cette règle existait, cette règle prétorienne comme elle dit. Et selon elle, ça reposait essentiellement donc sur une interprétation a contrario. Il faut toujours se méfier des interprétations a contrario en droit, ça vous le savez. Mais il y avait une justification plus profonde, d'une certaine manière, nous dit l'Assemblée plénière. C'est les principes d'une bonne administration de la justice et la sécurité juridique. Alors, ça interpelle un peu ces deux idées. Et la Cour de cassation est encore plus pédagogique, parce qu'elle nous dit pourquoi ça participait d'une bonne administration de la justice et pourquoi ça participait de la sécurité juridique. Pourquoi ? Parce que ça faisait obstacle à ce que l'on remette en cause la décision de la Cour d'appel qui a été rendue conformément à la décision de la cassation qui avait été prononcée au départ. Et ça permet de mettre un terme au litige. Et c'est ça les mots les plus importants de la phrase, c'est que ça permettait de mettre un terme au litige, c'est-à-dire que la Cour de cassation, elle n'avait pas envie qu'on joue au ping-pong indéfiniment et qu'on puisse se permettre à chaque fois de remettre en cause ce qu'elle avait déjà jugé.
Elle l'a jugé une fois, et la Cour de cassation, entre guillemets, elle ne se trompe pas, d'accord? Donc si elle l'a jugé une première fois, ça s'applique, et si la Cour d'appel de renvoi s'y conforme, ça met un terme au litige, on n'en parle plus, circuler, il n'y a rien à voir. Sauf que, qu'est-ce qui s'était passé, notamment dans l'arrêt d'assemblée plénière de 2006, que vous aurez un mal fou à retrouver parce qu'il n'est pas sur Légifrance. Je ne sais pas pourquoi le numéro de pourvoi, enfin il n'a pas été indexé sur Légifrance, donc j'ai accès à cette décision par ailleurs, je pourrais la mettre sous cette vidéo, mais vous aurez du mal à trouver cet arrêt de 2006. Cet arrêt de 2006, il est important, pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui s'était passé? Vous aviez la Cour de cassation qui avait rendu un premier arrêt, en disant « noir ». La Cour d'appel de renvoi se conforme à cet arrêt de la Cour de cassation, donc elle dit noir aussi. Et dans une autre instance, vous voyez, qui n'avait rien à voir avec ce procès, l'assemblée plénière de la Cour de cassation avait dit « dorénavant, on va juger blanc ». Donc, celui qui avait perdu devant la Cour d'appel de renvoi fait un pourvoi en cassation en disant « attendez, l'assemblée plénière de la Cour de cassation, au même moment où la Cour d'appel me dit noir, l'assemblée plénière dans une autre instance dit blanc. Donc, je peux faire mon pourvoi. Enfin, il faut que toutes les juridictions de l'ordre judiciaire respectent les arrêts d'assemblée plénière, quand bien même c'est un arrêt qui est intervenu dans une autre instance. Ça change complètement la donne. Vous allez me maintenir à moi la solution noire, alors que l'assemblée plénière, au même moment, dit dorénavant, je veux que tout le monde juge blanc. Vous voyez, il y a une situation qui apparaît là, qui est complètement délirante, et pour que vous compreniez ça, c'est exactement ce qui s'est passé ici. Ce qui s'est passé ici, en fait, quand vous relisez les faits, vous aviez donc un salarié qui avait été engagé, qui avait été exposé à de l'amiante, mais il ne faisait pas partie, en fait, de ces établissements qui étaient inscrits sur une liste réglementaire. Et donc, pendant très longtemps, la Cour de cassation dit « seuls les salariés qui étaient dans un établissement inscrit sur cette liste peuvent demander la réparation du préjudice d'anxiété qu'ils ont subi. » Or là, le salarié ne faisait pas partie de ces établissements-là. Et je vous renvoie d'ailleurs sur ce point à l'autre vidéo que j'ai déjà faite sur ma chaîne sur le préjudice d'anxiété relatif à l'amiante. J'explique toute cette décision d'ailleurs très bien. Et donc vous voyez bien que le salarié, en fait, ne pouvait pas, au regard de la jurisprudence antérieure, solliciter l'indemnisation de son préjudice d'anxiété puisqu'il ne travaillait pas dans un de ces établissements figurant sur la liste. Entre-temps, la Cour de cassation rend sa décision dont je vous parle, que j'ai évoquée dans mon autre vidéo, et donc dans le cadre de son nouveau pourvoi, il dit « je voudrais pouvoir bénéficier de l'indemnisation de mon préjudice d'anxiété compte tenu, entre guillemets, de l'évolution de la jurisprudence et de la solution nouvelle de l'Assemblée plénière ». Et vous voyez bien qu'on était dans une situation classique où le salarié demandait à la Cour de cassation de revenir sur la doctrine de son arrêt antérieur. Et l'Assemblée plénière l'admet. Elle l'admet. Pourquoi? Et c'est ça, ce paragraphe 9 qui est très très intéressant, et vous allez voir qu'en fait, c'est pas intéressant simplement de savoir pourquoi la Cour de cassation renonce à ça, c'est aussi, à travers cet arrêt, elle nous renseigne sur la valeur qu'elle accorde à sa propre jurisprudence. Et elle nous dit, la prise en considération d'un changement de norme, tel un revirement de jurisprudence, tant qu'une décision irrévocable n'a mis un terme au litige, eh bien ça relève de l'office du juge. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que la Cour de cassation assimile sa jurisprudence à une norme. Et elle le répète juste après, d'accord, cette prise en considération de la norme nouvelle ou modifiée. Donc, la Cour de cassation considère que sa jurisprudence, c'est pas simplement une autorité, d'accord, c'est une véritable norme, comme le droit légiféré, comme la loi, comme un règlement. Et donc, elle nous dit, voilà, l'office du juge, d'accord, c'est d'appliquer le droit. Et si le droit évolue, eh bien, tant que le litige permet d'appliquer encore le droit, eh bien, appliquons le droit tel qu'il est applicable au moment où le juge statue. Et
c'est un des reproches qu'on fait à la jurisprudence, c'est d'être déclarative. La jurisprudence est déclarative, ça veut dire qu'en fait, à partir du moment où la Cour de cassation juge que dorénavant, la solution à ce problème-là, c'est noir, eh bien, toutes les juridictions sont censées appliquer cette solution, quelles que soient les dates sur lesquelles, des faits sur lesquels elle est amenée à statuer. Donc vous voyez bien que la solution antérieure qui interdisait en fait à une cour d'appel, et à la Cour de cassation de revenir sur sa propre doctrine, ça avait pour effet de figer, de cristalliser en fait le droit devant la Cour d'appel de renvoi, sans tenir compte de l'évolution de la jurisprudence. Et dès lors que cette jurisprudence, c'est une véritable norme, et que l'office du juge, c'est d'appliquer la norme, eh bien, on ne peut plus maintenir cette théorie de la doctrine de la Cour de cassation. Donc, la Cour de cassation nous dit bien, voilà, l'office du juge, d'accord, c'est d'examiner les situations dans leur intégralité, en fait et en droit, au moment où il statue. Et nous précise, ajoute la Cour de cassation, l'exigence de la sécurité juridique, ça c'est une autre solution très connue, c'est que l'exigence de la sécurité, ça ne consacre jamais un droit acquis à une jurisprudence figée. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette phrase ? Ça veut dire que quand vous commencez un procès, d'accord, le droit, il est ce qu'il est, et la jurisprudence de la Cour de cassation, elle est ce qu'elle est. Mais si en cours d'instance, la jurisprudence de la Cour de cassation évolue, vous ne pouvez pas dire au juge, moi je veux qu'on statue uniquement au regard de la jurisprudence telle qu'elle existait quand j'ai introduit mon action en justice. D'accord ? Donc c'est un risque. Quand vous introduisez une action en justice et que cette action en justice, elle va durer 5 ans, 7 ans si vous allez jusqu'à la Cour de cassation, il est possible qu'à un moment donné, il y ait un revirement de jurisprudence. Et donc il est possible qu'au début de l'instance, vous aviez tout le droit pour vous, vous aviez la loi et la jurisprudence qui étaient exactement dans votre sens, et au milieu de cette instance, quand vous êtes devant la cour d'appel, la Cour de cassation au même moment fait un revirement de jurisprudence et vous vous retrouvez à perdre finalement votre dossier, votre procès, parce que finalement la jurisprudence s'est retournée contre vous entre-temps dans le cadre d'une autre instance. Donc vous voyez bien que c'est un risque en fait qu'on prend quand on fait un procès et que le procès dure longtemps parce que les juridictions françaises mettent beaucoup de temps à juger, mais la Cour de cassation a dit il n'y a pas de sécurité juridique au sens où on ne peut pas se prévaloir d'une jurisprudence qui serait figée à la date introductive d'instance. Donc si la jurisprudence évolue, eh bien ça fait partie des aléas du procès, ça fait partie de l'évolution du droit. Et d'une certaine manière, vous prenez ce risque à un moment donné de devoir perdre un procès parce qu'un revirement de jurisprudence a eu lieu. Eh bien, ce que nous dit la Cour de cassation, c'est que ça, c'était vrai avant, donc devant les tribunaux, devant les cours d'appel. Ça n'était pas vrai devant la Cour de cassation à cause de cette fameuse règle prétorienne qui interdisait à la Cour de cassation de revenir sur la doctrine de son précédent arrêt. Eh bien, cette exception-là, on y met fin, on l'oublie, et dorénavant, voilà, il n'y a pas de droit acquis à une jurisprudence privée, à une jurisprudence figée, y compris lorsqu'on est devant une cour d'appel de renvoi, et que la cour d'appel de renvoi s'est conformée à l'arrêt de cassation qui est intervenu juste auparavant. Alors, ce qui est encore plus intéressant, c'est cette dernière phrase aussi, d'accord, qui nous dit que il n'y a pas d'insécurité juridique. Pourquoi ? Parce que maintenant, en fait, les revirements de jurisprudence, ils donnent lieu à une motivation renforcée. Et la motivation renforcée, c'est ce qui satisfait à l'impératif de prévisibilité de la norme. Alors, l'impératif de prévisibilité de la norme, je pourrais en refaire une autre vidéo, parce que c'est une problématique qu'on retrouve aussi dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, notamment en droit pénal. Mais pour la Cour européenne des droits de l'homme, en fait, il n'y a pas... le procès équitable, il est respecté dès lors qu'on a accès à la norme, d'accord, qu'on a un accès à la norme, qu'on arrive à la comprendre, qu'elle est intelligible. Donc le droit à légiférer, ça pose pas de problème. La jurisprudence, c'est plus délicat de savoir si on a véritablement accès à la jurisprudence. Et ce qu'avait dit la Cour européenne des droits de l'homme, c'est que
il n'y a pas d'atteinte au procès équitable si l'évolution de la norme, elle est prévisible. D'accord ? Si cette évolution est prévisible, eh bien d'une certaine manière, on ne peut pas reprocher, on ne peut pas dire qu'il y a un procès inéquitable parce que la norme aurait été modifiée juste avant ou pendant le procès. Alors, à quelle occasion la Cour européenne des droits de l'homme l'avait dit ? En fait, c'était en Angleterre, à propos d'un homme qui était poursuivi pour avoir violé sa femme. Et il disait qu'en fait, le droit anglais auparavant, qui est un droit prétorien, n'incriminait pas le viol à l'intérieur du couple. D'accord ? Le droit français, pendant un temps, avait dit la même chose. Et en fait, la CEDH a dit, oui, mais cette règle, elle était très ancienne, et l'évolution de la société, l'évolution des décisions de justice à ce moment-là, faisait qu'il était prévisible que l'on interdise le viol entre époux. Et donc la Cour européenne des droits de l'homme avait dit, il n'y a pas d'imprévisibilité dans l'évolution de la norme, parce que c'était totalement évident qu'on arriverait à cette solution. Et là, la Cour de cassation, en fait, donc elle s'approprie un peu cette idée de prévisibilité de la norme et d'évolution de la norme, et elle nous dit, qu'est-ce qui fait que l'évolution de la norme est prévisible ? C'est qu'au moment où on fait un revirement de jurisprudence, dorénavant, les arrêts ont une motivation renforcée. Et là, exactement, l'arrêt que vous avez sous les yeux, c'est ça. La Cour de cassation, depuis 1 an ou 2 maintenant, fait des arrêts qui sont mieux motivés, où elle développe vraiment, elle fait effort de pédagogie à nous expliquer pourquoi elle revient sur une solution. Et pour elle, en fait, voilà, cette rédaction, en fait, développée, renforcée de ses propres arrêts, fait que lorsqu'elle fait un revirement de jurisprudence à travers un de ses arrêts, eh bien, ça satisfait à l'impératif de prévisibilité de la norme et de prévisibilité de son évolution. Alors bon, on pourra réfléchir là-dessus pendant longtemps, je vous laisse méditer sur cette idée, mais quand on fait un revirement de jurisprudence, on fait un revirement de jurisprudence, et la Cour de cassation ne les annonce pas à l'avance. Contrairement à une loi, par exemple, vous avez accès en fait au débat parlementaire, vous savez les discussions qui ont lieu devant l'Assemblée nationale, devant le Sénat, donc le résultat de la loi telle qu'elle est promulguée, c'est pas une surprise au sens où vous avez pu anticiper pendant les mois du débat parlementaire ce qui allait se passer et l'orientation qui était donnée en fait à la future loi. Alors que la Cour de cassation, le secret des délibérés fait que vous ne savez jamais, jusqu'à ce que la Cour de cassation rende son arrêt, ce qu'elle avait prévu de faire. Donc, de ce point de vue-là, je pense que c'est un peu discutable. Mais voilà, l'idée essentielle, c'est de dire l'office du juge, c'est d'appliquer le droit, d'accord ? Et si le droit évolue, eh bien, le juge, il va appliquer le droit tel qu'il existe au moment où il est amené à statuer. Et ça vaut pour tout le monde, y compris pour une cour d'appel de renvoi qui pourrait avoir la tentation juste de se conformer à l'arrêt de la Cour de cassation qu'il a saisi. Et en fait, non, pas du tout. La cour d'appel de renvoi, elle ne doit pas être fainéante, entre guillemets. Et si, entre-temps, il y a eu un gros revirement de jurisprudence, elle doit tenir compte de ce revirement de jurisprudence, elle ne doit pas se reposer sur ses lauriers, ou en tout cas sur les lauriers de la Cour de cassation, et se conformer juste à un arrêt qui a été rendu auparavant, alors même qu'entre-temps, il y a un gros revirement de jurisprudence qui s'est produit. Et c'est d'ailleurs une des raisons qui est avancée par la Cour de cassation à la fin, c'est de dire ce nouveau raisonnement, cette nouvelle solution, ça répond à une autre exigence du procès équitable qui est celle de l'accès au juge, d'accord ? Et enfin, ça assure surtout l'égalité entre les justiciables. Parce que auparavant, vous aviez en fait cette situation totalement incongrue qui fait que tout le monde pouvait invoquer le revirement de jurisprudence, la nouvelle solution de l'Assemblée plénière qui avait été reconnue là, en 2006. Donc tout le monde pouvait invoquer cette nouvelle jurisprudence, sauf celui qui avait eu le malheur que la Cour de cassation statue avant et qu'elle ait rendu un arrêt de cassation, ce qui fait que devant la Cour d'appel de renvoi, il ne pouvait plus se prévaloir de ce revirement de jurisprudence. Donc vous voyez bien que là, il y a effectivement une égalité parfaite de tous les justiciables devant les cours d'appel, puisque au moment où toutes les cours d'appel de France statuent, elles statuent toutes au regard de la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation, et on ne va pas isoler certains en leur disant non, on vous appliquera la jurisprudence antérieure parce que finalement, on est devant une cour d'appel de renvoi et pas devant une cour d'appel classique. Donc il y a bien effectivement un souci
de cohérence juridique, ainsi que d'unité de jurisprudence, puisque à un moment donné, eh bien, toutes les juridictions françaises vont appliquer, entre guillemets, vont statuer selon la même jurisprudence. Donc voilà, et donc là, au cas d'espèce, par exemple, vous voyez, le salarié a pu se prévaloir de cet arrêt d'assemblée plénière sur le préjudice d'anxiété, alors même que l'arrêt précédent lui avait interdit de se prévaloir de ça. Donc voilà pour cette solution importante, je trouve, de l'assemblée plénière, puisqu'elle remet en fait une solution qui, voyez-vous, existe depuis 1971, et que j'avais moi personnellement beaucoup de mal à expliquer aux correspondants en lui disant mais monsieur ou madame, vous ne pouvez pas à nouveau retourner devant la Cour de cassation pour critiquer le premier arrêt, quand bien même il y a eu un revirement de jurisprudence entre temps. Malheureusement, c'est cette règle prétorienne qu'on avait du mal à expliquer et d'ailleurs à comprendre, hein, sur laquelle l'Assemblée plénière a enfin décidé de revenir. Voilà, donc reprenez ça à tête reposée, c'est pas très compliqué tout ce que j'ai dit, c'est juste qu'il faut bien comprendre en fait cette partie de ping-pong qui peut se jouer entre la Cour de cassation et la Cour d'appel de renvoi. Je vous remercie, à bientôt.